Bonjour à toutes et tous, connaissez-vous les JRPG? Si oui, vous connaissez forcément Final Fantasy VII, l'un si ce n'est même le plus représentatif du genre, et en tout cas le plus représentatif pour la boîte Square Enix, son porte-étendard, qui était sorti en 1997 sur PlayStation et l'année suivante sur PC. Déjà à l'époque, le jeu nous parlait d'écologie, de capitalisme exacerbé, représenté par la Shinra, le tout mêlé à la folie humaine. Un univers par la suite enrichi, notamment avec le film Advent Children, sorti en 2005, mettant l'humanité face à ses choix et se déroulant après Final Fantasy VII. Puis logiquement sous forme d'autres jeux vidéo, en 2006, avec Dirge of Cerberus sur PlayStation 2, se déroulant là encore après les événements de Advent Children, et ayant pour protagoniste principal Vincent Valentine. Et le jeu qui m'intéresse surtout moi, c'était après Crisis Core en 2008, le préquel sur Zack Fair, qui à lui seul m'a donné envie, au plus haut point d'avoir également moi-même une PlayStation portable, console qui au final a eu très très peu de jeux intéressants, mais rien qu'avec Crisis Core et le Kingdom Hearts Birth by Sleep, et ben voilà, on avait tout ce qu'on rêvait. Il y aurait eu avant et après d'autres jeux mobiles, mais rien qui ne valent la peine d'être relevé. C'est lors du salon de l'E3 2006 qui avait annoncé la PlayStation 3, et tous les regards étaient alors tournés vers Square Enix, qui est un peu la vitrine technologique du monde du jeu vidéo, qui à chaque fois nous propose les jeux les plus aboutis techniquement. Et bien justement, en tant que vitrine technologique, ils ont voulu en plus relancer la hype autour de Final Fantasy VII, puisqu'ils avaient à la fin de l'année Dirge of Cerberus qui allait sortir, et 2 ans après Crisis Core qui était déjà annoncé à cette E3-là. Et bien du coup, ils avaient décidé de faire une démonstration technique de qu'est-ce que donnerait l'univers de Final Fantasy VII avec un moteur technologique moderne, en l'occurrence le Crystal Engine qu'ils vont utiliser d'ailleurs par la suite sur la saga Final Fantasy XIII et sur Versus 13 qui deviendra par la suite Final Fantasy XV. Et suite à cette annonce, les fans étaient comme des fous et réclamaient à corps et à cri ce remake. Mais c'est là qu'en 2010 qu'ils ont commencé à lancer le projet. Mais du coup, pour en revenir à Final Fantasy Versus 13, c'est justement puisqu'ils commençaient à avancer beaucoup dessus, et qu'après moult reports et le fait que ce soit devenu Final Fantasy XV, ils avaient enfin pu le montrer, et puis même il était prévu pour sortir à la fin de l'année. Donc c'est lors de l'E3 2016, donc 10 ans plus tard, que Final Fantasy Remake a été annoncé. Même si à l'époque c'était un peu le flou complet, on avait eu que des images de Midgar, et il y avait pas mal de rumeurs qui s'étaient lancées dessus. Donc effectivement, même les développeurs eux-mêmes ne pouvaient pas nous dire combien de parties il y aura, combien de temps ça prendra au final. Donc on était parti sur potentiellement 5 parties qui s'étaleraient jusqu'en 2040. Et d'ailleurs, en cours de développement, il était confirmé que Final Fantasy VII Remake ne porterait que sur la partie Midgar, ce qui a de quoi fortement inquiéter, étant donné que ça ne correspond qu'à peu près à 10% du jeu de base, même pas. Ça, on pouvait le finir en 5 heures. Donc comment faire un jeu entier sur une durée de 5 heures? Spoiler alert, on peut pas trop. Mais donc du coup, le problème c'est que il y a déjà beaucoup de soucis de développement avec le Crystal Engine. Et en cours de route, ils ont décidé même de basculer sur l'Unreal Engine 4, ont changé totalement le moteur de jeu. Et pour ainsi dire, après la démo en fait de l'E3 2016, ils ont quasiment jeté tout ce qu'ils avaient fait à la poubelle et redémarré quasiment de zéro. Enfin, en tout cas, ils ont changé l'intégralité du moteur graphique. C'est quand même pas rien. Et après moult reports, finalement, le jeu est sorti en avril 2020, avec enfin pour les fans cette possibilité de redécouvrir l'univers de leur jeu de l'un de leurs jeux préférés, si ce n'est leur jeu préféré, avec toute cette patte graphique qui a été popularisée avec le film Advent Children. Mais donc le souci de Final Fantasy VII Remake, aussi sympathique soit-il, aussi réussi techniquement soit-il,
Et ben oui, et effectivement, il se basait sur un tronçon de 5 heures et pas de miracle. Ça a été beaucoup de remplissage de même les quêtes principales, il y en avait 3 quarts à jeter. Donc un jeu qui pouvait se finir en 25 heures, mais avec une quinzaine d'heures de remplissage. Et toutes les missions annexes étaient inutiles et pénibles. Donc c'était vraiment... Il y a du potentiel, effectivement, mais voilà. Et nous voici 4 ans plus tard, avec Final Fantasy VII Rebirth, qui enfin est arrivé et accueilli par une salve d'applaudissements, des hurrahs de yes, des soupirs de soulagement. On peut souffler. Puisque non seulement, une fois avoir fait le jeu, et bien pour le coup, celui-là adapte à peu près 60% du jeu de base, avec une dizaine de très grandes zones dans le monde ouvert. Et puis, en plus de ça, on sait que il n'y aura que 3 parties du coup au final, et pas 5, et que ça va pas s'étaler jusqu'en 2040, mais qu'au contraire les choses s'accélèrent, puisque du coup ils maîtrisent bien le moteur Unreal Engine 4, ils ont tous les modèles 3D et tout, ils ont même fait la plupart des régions et trucs comme ça. Donc du coup le boulot sera beaucoup plus simple pour la dernière partie, qui devrait sortir en 2027, donc seulement 3 ans après. Maintenant, on va analyser ça un peu à la Link the Sun, avec 5 points positifs et 5 points négatifs rangés par ordre d'importance. Et comme j'ai pas réussi à tout rentrer en seulement 10 points, je vais notamment faire un énorme big up au jeu de cartes le Queen's Blood, qui est ma foi fort sympathique et que j'ai pas mal pensé. 10 points négatifs, les matérias. Bon, c'était déjà quelque chose de présent dans le Final Fantasy VII Remake de base, donc je vais passer vite fait dessus, même si tous les autres jeux de l'univers Final Fantasy VII c'était une règle de base, c'est-à-dire que quand une matéria atteignait le rang de maître, et automatiquement ça crée une nouvelle matéria de niveau 0 de cette même matéria. C'était un truc que j'aimais beaucoup, moi, pour brider un peu les matérias. Même pour l'argent, parce que derrière tu revendais la matéria maître et tu repartais de zéro sur l'autre matéria, mais c'est pas grave parce que voilà, t'avais peut-être de l'avance ou t'étais en mode facile et tout. Mais voilà, bon, c'est un truc qui me dérange un peu, bon, mais ça y était déjà pas dans le premier, donc ça n'était pas une surprise, donc c'est pour ça que je le mets que en 10e place. En 9e position de points négatifs encore, j'ai trouvé qu'il y avait trop de mini-jeux et qu'ils étaient souvent pas terribles. Je pense notamment à Cosmo Canyon, doublement à Cosmo Canyon. C'était une région qui n'était pas mauvaise, mais il y a 2 trucs qui m'ont embêté dessus. C'est tous les mini-jeux, c'est les proto-reliques, le truc où ça faisait un peu redite avec le Fort Condor. Ça, le vol de Chocobo, avec la fonction gyroscopique, vous pouvez oublier direct. C'est totalement injouable, donc il faut y jouer avec le joystick, sinon c'est mort et enterré. Numéro 8, encore point négatif, j'ai mis les rares passages de l'histoire principale qui sont trop étirés. Parce que, bon, j'y reviendrai après, mais du coup, il y a quelques passages qui sont un peu étirés, je trouve. Par exemple, le passage à Cat Size dans le manoir, que j'ai trouvé vraiment pas terrible. Mais voilà. En numéro 7, enfin un point positif, le système de combat, j'ai trouvé super sympa. Dynamique et tout, en fait, il était déjà sympa dans le premier, effectivement. Mais là, du fait que les environnements soient beaucoup plus grands, beaucoup plus ouverts, on peut bien mieux en profiter. Et quelque chose... par exemple, le fait que Cloud il puisse balancer des ondes d'énergie avec son épée pour toucher des ennemis de loin ou aérien. Je me rappelle plus si c'était dans le premier, mais j'ai trouvé ça super cool. Et non, je me suis fait pas mal plaisir avec le système de combat. J'ai passé un très bon moment, manette en main. En numéro 6, point négatif, difficile de passer après Mass Effect, mais j'ai trouvé que les romances étaient pas terribles, enfin du moins pas bien traitées, on va dire. Parce que du coup, en fait, il y a surtout Iris et Tifa qui sont traités. Bon, c'est vrai que Yuffie, il aurait fallu un peu retoucher l'histoire de base parce qu'il est quand même censé avoir 16 ans. Mais c'est dommage parce que son background est beaucoup plus traité que Tifa, par exemple. Et puis Iris, j'ose pas trop y toucher parce que c'est censé être la copine de Zypher. Donc du coup, tu te sens un peu obligé de romancer Tifa alors que je la trouve pas très intéressante. Mais bon. Point numéro 5,
Techniquement, artistiquement, c'est absolument incroyable. Le jeu est archi beau, archi fluide. Direction artistique très très réussie. Et les musiques sont sublimes. Bon, c'est pas beaucoup une surprise étant donné que Nobuo Uematsu avait fait du travail de fou furieux sur le jeu de base. Mais là, il y a des nouvelles musiques, des nouvelles orchestrations qui sont superbes. Mais je pense surtout à la musique de la région de Gongaga, qui a été beaucoup développée. Un mélange un peu de sonorités amérindiennes et écossaises. Le mélange est absolument incroyable et vous rappellera les meilleurs moments d'Outlander, si jamais. Donc voilà. Point numéro 4, le dernier point négatif. Trop long. Trop de choses à faire. J'ai plus autant de temps qu'avant, donc pour moi c'est un peu compliqué de m'investir autant d'heures sur un même jeu. Mais du coup je l'ai fini avec pratiquement 80 heures au compteur. Je l'ai fini à 100%. Mais même en ligne droite, en faisant que les missions principales et tout, faudrait quand même compter au moins 45-50 heures. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Et on parle même pas du platine parce que ce serait que de la souffrance, que des trucs pas drôles à faire. Et ça prendrait 200 heures peut-être. Et puis surtout aucun plaisir, franchement. Non, mais je joue à un jeu en mode démentiel où il faut taper 50 fois sur un ennemi pour le tuer alors que lui en un coup il te one-shot. Non, t'es censé être fort et pas te faire dégommer par le moindre truc qui traîne, quoi. C'est déjà, ça me brise l'immersion parce que je trouve ça débile. Et voilà, non, moi je veux m'amuser. Donc pour moi le trophée platine c'est l'inverse de l'amusement. Point numéro 3. L'histoire principale n'est pas trop polluée, miracle, contrairement à la première partie. Et bien là, il n'y a pratiquement rien acheté de l'histoire principale. Sur les 45-50 heures de ligne droite, il y a quasiment rien. Il y a peut-être 1 ou 2 heures de remplissage, c'est tout. C'est juste que du coup, c'est des environnements plus grands, plus ouverts. Donc du coup, tu mets plus de temps à faire les mêmes choses qu'avant. Mais c'est tout, quoi. Donc bon, voilà. Numéro 2. Le level design, mon dieu, quelle prouesse, quelle claque. Pour tous ceux qui ont fait les Zelda, que je me fais chier sur les derniers Zelda. J'ai toujours été anti-open world. Je trouvais que c'était une aberration, que ça n'avait aucun intérêt. Mais en fait, si. Et là, pour le coup, c'est vraiment extrêmement intuitif. On peut faire du level design, contrairement à ce que Kingdom Hearts 3 le laissait croire. Mais en fait, tu te balades, tu tombes directement sur des zones d'intérêt, et en te baladant de zone d'intérêt en zone d'intérêt qui crèvent les yeux, et naturellement, va découler toutes les zones importantes. Tu vas rien rater en fait de base en parcourant le jeu normalement. J'ai jamais, enfin si, juste une fois parce que j'étais en mode galère pour trouver des champignons et machin pour Gangaga, parce que en fait je voulais pas trop m'attarder en termes de nombre d'heures, encore une fois. Mais vraiment, j'ai toujours été très impressionné en mode ah tiens, il y a un point qui m'a l'air pas accessible, j'y reviendrai peut-être plus tard. Puis du coup, je fais une mission, et il y a une mission justement qui va m'amener sur un chemin, qui va me montrer en fait comment passer à cet endroit-là. Et je fais mais oui, mais voilà, c'est ça, c'est brillant. Donc le level design. Et point numéro 1, parce que en vrai, refaire le même jeu, d'accord, c'est incroyablement beau et tout, mais est-ce que c'est pas dommage de refaire le même jeu? Eh bien justement, non, ce n'est pas le même jeu. Point numéro 1, les divergences. Parce que ce n'est pas le même jeu. Ce n'est pas la même histoire. Donc du coup, il y a plein de choses qui ont changé par rapport à l'histoire de base. Mais ça, je vais pas trop spoiler parce que du coup, il y a quand même pas mal d'histoires de l'univers parallèle. Parce que sur la jaquette, on a quand même Zack qui est censé être mort. Mais voilà. Et au passage, énorme surprise pour le peuple dit, avec encore une fois travail de direction artistique et de level design incroyable. Donc voilà pour les points à ordre d'importance. Et au final, je vais lui mettre la note de 18 sur 20. Parce que j'ai adoré la proposition. C'est un régal à jouer, à regarder. Et le jeu rentre dans le cercle extrêmement fermé des jeux qui m'ont fait verser ma petite larme. Côté de larmes de joie pour la fin de Final Fantasy IX, qui après toute cette pression, toute cette réflexion philosophique, c'est ce drame humain, cette remise en question de la vie en elle-même,
Et bah cet ultra happy ending magnifique, voilà, c'était beau. Et puis bah, de l'autre côté du spectre, évidemment, le déchirement des fins de Final Fantasy X et Crisis Core, que je ne spoilerai pas. Mais là, ici, j'aime. Parce qu'en fait, j'ai pas trop compris la fin, parce que sinon, j'aurais probablement pleuré sur la capacité de percevoir l'entremonde pour Nanaki. Parce qu'avec le recul et en ayant revu la scène, c'était effectivement puissant. Mais non, là, pour le coup, c'était la fin du chapitre 13, le passage qui était déjà dans le jeu de base. Donc c'est pas juste vraiment du spoil, surtout qu'on le sait un peu de base. C'est quand Aerys et sa mère arrivent sur Midgar, quand Aerys était toute petite, et que du coup la toute petite Aerys se balade dans les rues en pleurs, elle dit au secours, j'ai besoin d'un docteur pour ma maman. Et puis bah, après elle retourne voir maman et plus maman. Et plus maman. Voilà. Oh les salauds. Donc je recommande chaleureusement cette aventure, jouant habilement sur notre nostalgie, pour mieux nous surprendre, dévier de l'éternel flux temporel, et nous plonger à la croisée des chemins. Je vous dis désormais, comme d'habitude, samedi 16h, continuez de vous cultiver, de regarder des films, des séries, de lire des livres, mais surtout jouer à des jeux vidéo. Soyez le moteur de la narration. C'était Extrême Nécessité. À bientôt.